Le point suivant nous est présenté par M. Louvet et c'est un peu le même esprit. Finalement, on voit bien que notre État essaye, s'efforce de relancer l'économie dans divers secteurs. Et là, en ce qui concerne l'équipement informatique, il y a un enjeu aussi de ne pas décrocher dans l'éducation nationale en matière d'enseignement via les outils numériques, parce que ça peut aller très très vite. Donc l'État s'est proposé de mettre en place un plan de relance. Donc M. Louvet va nous expliquer ce qu'il en est et ce pourquoi nous allons postuler. Oui, donc un plan de relance national. Donc l'éducation nationale a engagé un appel à projet pour le numérique, donc uniquement dans les écoles élémentaires. Les écoles maternelles ne sont pas concernées. Avec bien sûr cet appel à projet vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Donc, il est fondé en fait sur 3 volets essentiels. Donc, l'équipement qu'on peut mettre dans les écoles à partir d'un socle numérique en termes de matériel et de réseau informatique, les services et ressources numériques, et bien sûr l'accompagnement et la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. Donc, évidemment, les projets doivent être construits avec la collectivité et les équipes éducatives et les équipes pédagogiques. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait nous. Donc on s'est bien mis d'accord avec les directions des 2 écoles pour savoir ce dont ils avaient besoin. On n'a pas évidemment acheté du matériel sans savoir quelle serait l'utilité. Donc nous, on a acheté essentiellement des tableaux blancs interactifs. Donc l'aide de l'État est comprise entre 50 et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé par la collectivité. Donc, bien sûr, nous avons souhaité faire bénéficier nos 2 écoles de ce socle numérique. Donc pour ça, nous avons fait une demande de subvention. Donc, la demande de subvention concerne les 14 classes de l'école élémentaire Maris-Bastier pour un total de 48 984,08 € et les 5 classes de l'école élémentaire Victor Hugo pour un montant total de 8 859,54 €. Donc il est proposé au Conseil municipal, vu l'avis de la Commission Affaires Générales du 19 mai 2021, d'approuver la demande de subvention, d'autoriser le maire à signer tout document relatif à ce dossier et de prévoir les crédits nécessaires au budget. J'ajoute juste une information, on devait avoir la réponse en fait fin mai et on n'a pas eu encore la réponse de cette subvention. Donc peut-être dans le courant du mois de juin. Enfin voilà, à ce jour on n'a pas encore la réponse. Il reste encore quelques jours au mois de mai. Oui. On peut encore avoir de l'espoir. Voilà. On l'a expliqué en commission Affaires Générales, si vous faites la règle de 3 entre 14 classes pour 48 000 € et 5 classes pour 8 800 €, vous ne trouverez pas le même chiffre. Oui, on est à 3 500 pour Maris-Bastier et 1 700 pour Victor Hugo. En fait, tout simplement parce qu'historiquement, l'école Victor Hugo a été mieux dotée en matériel, notamment de TBI, les fameux tableaux blancs interactifs, parce que des enseignants avaient été formés et étaient dans la demande. Vu le coût des équipements, on n'allait pas acheter du matériel avec des enseignants qui n'allaient pas s'en servir. Donc on était plutôt dans le fait que quand les enseignants étaient volontaires, on les accompagnait. L'équipe de Maris-Bastier a été renouvelée ces 2 dernières années. On a des enseignants plus jeunes, donc beaucoup plus d'appétit pour l'outil informatique. Et du coup, là, on remet les 2 écoles vraiment au même niveau et ça va être bien pour les enfants. Et surtout, ça va être bien aussi pour le budget de la ville avec cette délibération du fait que vous avez vu que les montants de subvention sont quand même assez significatifs pour des beaux montants d'investissement. Avez-vous des questions ? Je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l'unanimité. Et je m'aperçois, chemin faisant, que j'ai oublié une chose qu'on fait toujours au début de conseil, c'est de désigner nos secrétaires. Parce que j'ai démarré tout de suite avec l'installation de notre collègue, mais je regarde Jacqueline, et puis comme M. Oliveau n'est pas là aujourd'hui, Mélanie, est-ce que toutes les 2, vous acceptez d'être nos secrétaires ? Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de vote divergent, mais enfin, il faut quand même qu'on ait formellement des secrétaires. Je passe au point 8. Alors, vous le savez, nous sommes une des 24 communes constitutives de Nantes Métropole. La Chambre régionale des comptes a audité les comptes de la métropole. Et comme nous sommes partie constitutive, ce rapport et sa réponse a été présenté au Conseil métropolitain, mais il doit être aussi présenté dans toutes les communes, puisque Mme Guittenot a fait en commission et elle va nous en faire la synthèse. Tout à fait. Donc, le document complet vous a été transmis par mail, donc mi-mai.
Le but, c'est donc de pouvoir vous présenter les grandes lignes de ce rapport, notamment les recommandations qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes et puis les réponses apportées par la métropole. Donc le rapport a fait un certain nombre de constats donc sur la gouvernance, le pacte métropolitain de 2015, la situation financière et fiscale, la transparence des informations et l'organisation. Et donc à la suite de ces constats, il a été fait 7 recommandations. Donc la première, c'est mieux identifier les rôles respectifs de l'audit interne et de la mission d'inspection et d'adapter les moyens et leurs objectifs. Sur ça, en fait, la métropole explique que c'est vrai que c'est pas évident, puis c'est des notions en fait qui ressemblent dans la gestion de la métropole à des missions d'audit interne. C'est pour ça qu'il peut y avoir un décalage. Et cette question, la métropole explique que ça appelle une attention particulière dans l'adaptation des moyens des effectifs assignés à la mission d'inspection et que c'est un sujet étudié. La deuxième recommandation, c'est afin d'évaluer la pertinence du schéma de mutualisation, se doter d'outils de nature à mesurer l'impact de ses effets et plus particulièrement en matière d'effectifs exprimés en équivalent temps plein. À ça, la métropole souligne que l'objectif du schéma réside dans la création de synergies et qu'en conséquence, l'évolution et l'évaluation de la pertinence du schéma de mutualisation, elle ne peut pas être réduite à uniquement la mesure de l'impact et des effets, parce que, évidemment, même si on essaye de diminuer, de faire des économies d'échelle sur ces notions-là, l'évolution des services publics et l'évolution des demandes de l'activité sur le territoire vient forcément perturber les économies recherchées. La recommandation 3, c'est développer sur les communes les moyens d'une mutualisation plus ambitieuse en matière de services support. Donc il y a des choses qui ont déjà été menées, c'est souligné par la Chambre régionale des comptes sur le système d'information géographique, la gestion documentaire des archives, des instructions du droit des sols, la gestion du centre de supervision urbain, par exemple. Mais la CRC trouve que c'est encore pas assez développé. À ça, la métropole répond que sur la période du contrôle, les communes ont été toutes sollicitées. Aucune n'a aujourd'hui fait part d'une volonté de mutualiser des services supports supplémentaires, tels que les services financiers ou les services de ressources humaines, parce que c'est des choses qui sont importantes à gérer dans les communes. Mais au regard des travaux à conduire sur le nouveau pacte métropolitain, le schéma de mutualisation sera quand même re-questionné avec les 24 communes adhérentes et de nouveaux services communs pourraient être constitués en fonction des souhaits exprimés. La recommandation 4, c'était inclure systématiquement dans la démarche de dialogue citoyen un volet financier afin de mesurer l'impact des demandes des citoyens et des engagements de la métropole. À ça, la métropole précise que la démarche de Nantes Métropole est engagée pour éclairer le débat démocratique, faire pédagogie de la demande publique, soutenir les solutions citoyennes proposées en connaissance de cause et en connaissance des impacts financiers, tant sur les dépenses de fonctionnement que les dépenses d'investissement. En 5e recommandation, donc la CRC indique qu'il faut améliorer la qualité de l'information financière apportée aux membres du Conseil métropolitain, notamment à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Il souligne quelques absences sur certains indicateurs notamment. Donc, en réponse, Nantes Métropole a indiqué que si les améliorations seront apportées au rapport, la qualité de l'information financière apportée aux membres du Conseil métropolitain à l'occasion du débat d'orientation reste indéniable. Recommandation 6, respecter les délais de paiement et procéder au paiement des intérêts moratoires correspondants. Donc, la CRC remarque qu'il y a déjà eu un travail de fait, puisque depuis 2013, les délais sont passés de 42 jours à 32 jours. La Chambre souligne quand même que les délais de paiement qui sont excessifs ont un impact sur les finances, la santé financière des entreprises, donc elle demande d'être bien vigilante. Et donc en réponse, Nantes Métropole s'inscrit pleinement dans ce sens, puisque en effet, ça l'incombe aussi de soutenir les entreprises. Et donc, ils vont tout faire pour que les délais soient de plus en plus courts sur les règlements. Et la dernière recommandation, la 7e, c'était donc améliorer la lisibilité du plan pluriannuel d'investissement de l'établissement, donc de Nantes Métropole. À savoir qu'il y a un fichier de travail qui présente la PPI, qui est revu au niveau de Nantes Métropole de façon dynamique chaque année au mois de mai.
Et donc, en réponse, Nantes Métropole a su faire évoluer ses outils en matière de suivi de la PPI. Et dans une logique constante d'amélioration et d'efficacité, elle développe notamment un dispositif mutualisé à l'échelle de la métropole de la ville de Nantes. Et donc, la lisibilité de la PPI sera encore renforcée. Voilà, donc il n'y a pas non plus de vote. Hein. Le but, c'est de prendre acte. C'est un peu comme le DOB, on doit voter qu'on prend acte. Il n'y a pas un vote pour contre, hein, parce que c'est un rapport de la Cour des comptes et on n'a pas à être pour ou contre ce rapport, hein, mais on doit voter pour le fait qu'on a pris acte. Mais bon, je ne sais pas si vous avez des questions. On n'a pas forcément, nous, les éléments de réponse au-delà de la réponse que Nantes Métropole a fait. Oui, il y a des questions peut-être ? Non. Je me demandais si Julien avait eu le rapport. Oui, normalement. Comme il n'était pas conseiller à cette époque-là. Non, mais on avait un petit peu anticipé. Voilà. Donc, je vous propose de... je vais donc au voix le fait que le rapport a été transmis et que, avec les réponses d'ailleurs qui ont été apportées par la métropole, et on doit voter sur le fait que on a eu cette présentation. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.